ce que l'Iran est en train d'accélérer, c'est la quantité du matériel nucléaire enrichi suffisant pour faire une bombe. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Eh bien, nous nous penchons aujourd'hui sur la tactique et la stratégie iranienne, toujours assez alambiquée et sophistiquée, il faut le dire, qui inspirent les mollahs de Téhéran, lesquels, on le sait, intensifient toujours leurs préparatifs nucléaires, tout en faisant mine de négocier avec les États-Unis et l'Occident pour aménager le fameux accord sur leur programme atomique passé en juillet 2015 à Vienne, mais dénoncé, on s'en souvient, en 2018 par l'administration Trump, et que veut relancer en principe le successeur de Trump, Joe Biden. Alors, pour parler de ce sujet avec nous en ligne, Alexandre Greenberg. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, vous êtes expert en affaires iraniennes, capitaine de réserve du département des recherches des renseignements de Tsahal et aussi diplômé de l'Université hébraïque de Jérusalem en études du Moyen-Orient et islamique, mais aussi en langue et littérature arabe. Alors, première question, pourriez-vous analyser pour nous et pour nos auditeurs ce perpétuel double jeu des dirigeants iraniens qui dure d'ailleurs depuis des années, mais qui s'accélère encore aujourd'hui? Ainsi, d'un côté, ils disent vouloir négocier avec les pays occidentaux pour reconduire l'accord de Vienne, mais de l'autre, ils poursuivent encore plus intensément qu'auparavant leur folle course vers l'arme nucléaire en activant la préparation de plusieurs ogives atomiques et de missiles balistiques en tout genre, avec d'ailleurs l'aide directe des Nord-Coréens pour transporter ces ogives. Le tout en violant toutes sortes de dispositions qu'ils avaient fait mine d'accepter voilà 6 ans en signant cet accord. Qu'est-ce que c'est que ce double jeu ? Bonjour, d'abord je voudrais préciser que l'Iran n'est pas un pays arabe. En Iran on parle la langue persane que je maîtrise aussi, mais ce n'est pas l'arabe. Voilà, le double jeu iranien, c'est un jeu classique de mauvais flics, de bons flics. En fait, l'objectif primaire de la politique iranienne étrangère consiste en tentative d'enlever les sanctions. C'est ça le but de pourparlers que l'Iran s'est mis d'accord à lancer avec les États-Unis. Et ils font, comme les sanctions sont le but primaire de cette politique, et les Iraniens, pour le moment, ne sont pas prêts à faire aucun compromis et ils menacent de temps en autre l'agence de l'énergie nucléaire auprès de l'ONU, aussi que l'Occident d'enrichir davantage l'uranium, mais quand même ces buts, ce double jeu, ces menaces avec l'enrichissement servent pour accélérer la pression sur l'Occident pour que l'Iran reçoive les concessions en matière de sanctions, mais ce n'est pas encore une ogive nucléaire parce que l'Iran est très loin pour le moment de la capacité nucléaire, c'est-à-dire les armes nucléaires. Ce que l'Iran est en train d'accélérer, c'est la quantité du matériel nucléaire enrichi suffisant pour faire une bombe. Oui, ce qu'on appelle significative quantity, le SQ. Oui, exactement. Mm-hmm. Exactement, mais pour que quelqu'un ait une bombe atomique, il faut qu'il dispose d'un dispositif explosif crédible, notamment des missiles perfectionnés. Pour le moment, les missiles iraniens existent, c'est pour ça que l'Iran les développe, mais leur précision reste à désirer. La précision des meilleurs missiles iraniens arrive à peu près à 70%, qui est dangereux et finalement, il faut, avant qu'on déclare qu'on est les armes nucléaires, il faut effectuer un essai nucléaire, ce que l'Iran ne peut pas faire pour le moment, aussi pour raison de propagande. Mais d'autre côté, le fait que l'Iran, surtout le nouveau gouvernement de Raïssi, a nommé de plusieurs personnes étant sous les sanctions américaines,
Donc, cela rend le retour américain au pourparlers encore plus difficile parce que les États-Unis sont prêts à enlever les sanctions qui ont été imposées par l'administration Trump. Mais dans le gouvernement iranian actuel, il y a beaucoup de personnes qui sont sous les sanctions internationales et pas celles imposées par l'administration Trump. Okay. Voilà. Alors, à propos de la fabrication de ce SQ, ce Significative Quantity, d'un côté, d'après les chiffres que j'ai, vous allez me confirmer, les Iraniens auraient déjà fabriqué entre 10 à 15 kilos d'uranium enrichi à 60%, mais par contre, ils auraient fabriqué, depuis quelques années déjà, 5 tonnes d'uranium enrichi à 20%, alors que dans l'accord de Vienne ne leur autorisait que quelques centaines de kilos. On parle d'une quantité assez importante. C'est vrai qu'avec de l'uranium à 20%, on ne fait pas la bombe, mais on a entamé le processus avec d'énormes quantités. Donc là, on est dans un... C'est pas un cours de physique nucléaire, mais on est dans une situation assez floue à ce plan-là. Et oui, l'Iran a accéléré l'enrichissement et le but aussi, c'est le but politique, c'est-à-dire même si l'Iran se met d'accord de reprendre les pourparlers, l'Iran ne se mettra jamais d'accord à revenir à l'étape de début de son enrichissement qui précédait l'accord de 2015, c'est-à-dire il faudrait convaincre, entre guillemets, les Iraniens de réduire la quantité actuelle du matériel enrichi, mais c'est inimaginable qu'ils soient d'accord. Au niveau des renseignements israéliens militaires et civils que vous connaissez bien, Alexandre Greenberg, il semble toutefois que les estimations qu'on évoquait tout à l'heure sur l'imminence presque immédiate du danger nucléaire iranien ne sont pas très cohérentes. Ainsi, Benny Gantz, on s'en souvient, le ministre de la Défense israélienne, avait déclaré cet été, il fut ensuite repris par peu ou prou par le chef du gouvernement, Naftali Bennett, que les Iraniens n'étaient qu'à 10 à 12 semaines, il avait dit ça, je crois, début juillet, de la mise au point de leur première bombe, ce qui signifiait, si l'on en croit ces mots, qu'on prendrait au pied de la lettre, que la date butoir de leur accès à la bombe se situerait au plus tard à la fin octobre, début novembre, c'est-à-dire maintenant. Alors, par ailleurs, on a entendu il y a quelques jours le général Tamir Heyman, qui dirige actuellement les renseignements de Tsahal, un service que vous connaissez bien, qui a démenti totalement ce deadline très proche en disant que si la fabrication d'uranium enrichi à 60% par les Iraniens était, je cite ce qu'il a dit, certes préoccupante et sans précédent. Bon, pourquoi ? Parce qu'elle s'accélérait singulièrement au niveau des quantités produites, on vient de le dire. Il a rajouté en insistant que les Iraniens ne se dirigent pas vers un tournant, en anglais le terme c'est breakout, dans leur préparation. Et selon nos services, donc toujours d'après le général Heyman, il a même ajouté le chemin, et ça c'est des mots importants par rapport à ce qu'on dit Gantz et repris par Bennett, le chemin est encore long pour eux, pour les Iraniens, avant de se procurer la bombe. Alors qui croire Gantz et Bennett ou bien Heyman ? Non, je crois qu'il n'y est pas vraiment, je crois pas qu'il y a une vraie contradiction parce que le ministre de Défense a dit une chose, mais c'est vrai que en général, les médias, aussi israéliens qu'internationaux, ne font pas assez de distinguo technique entre des détails, ces nuances techniques entre la quantité suffisante de matériel enrichi et la bombe et les armes nucléaires, etc., etc. Mais quand même, cela veut dire une chose, que l'Iran continue sa voie vers les armes nucléaires, qu'il finira par achever tôt ou tard. Et pour le moment, on voit que aucun effort internationaux n'empêche pas l'Iran d'effectuer sa politique régionale agressive. De soutien au terrorisme, aux groupes terroristes. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut aussi comprendre que c'est quoi l'idée de la menace iranienne. Personne en Israël ne croit pas que
Le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, s'est réveillé un jour, un bon matin, et décide apportez-moi une valise, je vais appuyer le bouton rouge et on va exploser les sionistes. Ce n'est pas ainsi que la menace nucléaire marche. C'est la menace nucléaire d'ores et déjà, depuis son existence, servait comme un levier de pouvoir et de puissance. C'est pour ça que servent les armes nucléaires. Mais imaginez, justement, pour Israël, mais pas seulement pour Israël, pour tous les pays, pratiquement tous les pays arabes, et imaginez la puissance des milices pro-iraniennes, y compris le Hezbollah au Liban, et amplifiée par un parapluie nucléaire iranien, c'est une menace insupportable. Et c'est comme ça que les menaces nucléaires à travers le monde marchent en général. C'est ça la menace. Mais toutes ces dissonances-là, c'est moi qui le dis, vous pensez que ces différences que nous venons de relever dans les estimations israéliennes sur le breakout nucléaire iranien, est-ce qu'elles ne font pas partie, parce que vous êtes spécialiste de renseignement, d'une tactique de désinformation et de propagande, j'allais dire même auprès de l'ennemi perse, de la part d'Israël, justement pour le troubler, l'induire en erreur? On dit que c'est dans 2 mois, et puis en fait on sait que c'est dans 2 ans. Ça ne fait pas partie d'une guerre psychologique? Oui, c'est bien. C'est bien possible. C'est bien sûr que Israël aussi poursuit certaines tactiques de désinformation pour les induire en erreur. Je ne peux pas le détailler exactement parce que oui, bien sûr. je ne le connais pour le moment, mais ce qui est important à tenir en compte, il y a toujours une tendance anti-israélienne dans plusieurs médias. Donc, le mode de pensée va suivre comme suivant. Si Israël emploie les tactiques de désinformation contre l'Iran, donc Israël invente la menace iranienne. C'est ça. Ça, c'est faux. C'est faux, évidemment. On dit on ne peut pas mener une guerre contre l'adversaire comme l'Iran, uniquement comme dans un tournier de chevaliers, ça ne se fait pas. Mais voilà, Israël fait tous les efforts dans le domaine de propagande, aussi dans le domaine secret, pour empêcher ce programme nucléaire iranien. Alors, en tant qu'expert des affaires iraniennes, puisque c'est un des sujets que vous maîtrisez le mieux, et alors que donc plusieurs chefs militaires iraniens viennent carrément de déclarer, je cite, que la guerre contre Israël a déjà commencé, estimez-vous, en ce qui vous concerne, qu'on est au bord ou non d'un affrontement central, voire d'une guerre ouverte entre l'Iran et Israël, surtout depuis, vous le citiez tout à l'heure, depuis que l'ayatollah extrémiste Ibrahim Raïssi est devenu président de ce régime islamiste radical? Est-ce qu'on va vers un télescopage, une conflagration? Non, j'exclus cette possibilité parce que les Iraniens sont tout sauf fous et irrationnels. Et les Iraniens n'étaient jamais et ne sont pas suicidaires, mais ils peuvent employer le terreur aussi à travers le monde, comme c'était le cas avec l'attaque terroriste à Buenos Aires il y a 30 ans. L'Iran peut manipule Hezbollah, les autres groupes chiites, mais d'autre côté, l'armée iranienne, y compris l'armée iranienne alternative, les gardiens de la révolution, ils sont très faibles, en fin de compte. Et leur seule force, c'est la réaction asymétrique, c'est-à-dire les missiles, les drones, et voilà, c'est ce qu'on appelle en anglais proxies, le combattant par procuration en Irak et au Liban. Mais je ne crois pas que l'Iran planifie une guerre ouverte entre Israël, mais quand même, d'autre côté, il y a toujours l'autre côté de médaille. Ça ne veut pas dire que la situation va être calme, ce n'est jamais ou une guerre ouverte ou la paix. C'est ni ceci ni cela. Et n'importe quel épisode à
incident inspiré par l'Iran. Miscalculation, Voilà, comment dire un faux calcul, un faux pas peut aboucher à des résultats très sérieux. Écoutez, on savait jusque-là, c'était la thèse officielle enfin, de la stratégie du ministère de la Défense israélien, qu'Israël était censé mener ce qu'on appelait la campagne militaire entre les guerres, en intervenant systématiquement depuis 6 ans contre la présence et le déploiement militaire syrien en Syrie, surtout au Liban. Alors, est-ce que les choses seraient en train de changer à présent qu'il y a une nouvelle donne à la Maison-Blanche et que le président démocrate pacifiste, il faut le dire, Joe Biden, a remplacé Donald Trump à la Maison-Blanche et les Iraniens se sentent plus les coudées franches pour aller de l'avant et pour finalement atteindre leurs objectifs nucléaires? Oui, d'abord, c'est un conseil clair, campagne entre comme Maracha ben Milchamot, campagne entre des guerres, ça continue, mais je dirais que cela a plutôt à voir avec la présence russe en Syrie qu'avec la nouvelle administration américaine, parce que la nouvelle administration américaine, et en tout cas, on a pu voir récemment que ses choix stratégiques sont plutôt dans l'océan L'océan Pacifique et la Chine. Le Pacifique et la Chine, l'Australie, les sous-marins, tout ce qu'on a vu récemment. Mais d'autre côté, l'administration américaine, il paraît-il, je ne sais pas, je ne l'affirme pas catégoriquement, et l'administration américaine maintenant est prête à avaler, entre guillemets, les activités israéliennes, à condition qu'Israël ne les vante pas publiquement, comme c'était le cas avec le Premier ministre Netanyahou. Oui, j'ai compris. Mais c'est la Russie en Syrie qui plutôt crée des difficultés pour la campagne israélienne contre la présence iranienne en Syrie. Alors, dernière question, puisqu'il nous reste 3 minutes. Est-ce que, si on considère que cette menace nucléaire iranienne est sérieuse, puisqu'elle, comme tout l'ont répété depuis 20 ans, et plus de 20 ans, tous les premiers ministres d'Israël et tous les chefs de la diplomatie israélienne, puisque la détention de l'arme nucléaire par un régime totalitaire extrémiste, en plus religieux, radical, c'est une menace qui met en cause l'existence même d'Israël, surtout qu'il ne se cache pas de ça en disant tous les mois qu'ils veulent détruire l'entité sioniste. Est-ce que si c'est bien le cas, et si petit à petit Téhéran, qui gagne du temps, qui, comme on le disait tout à l'heure, malgré les tapis rouges des négociations, atteint ses objectifs progressivement, et vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'il ne serait pas temps d'appeler un chat et que Israël est enfin, comme on l'a vu d'ailleurs dans plusieurs tribunes de ces derniers jours dans la presse israélienne, et enfin, si c'était sérieux cette menace, comme on le dit, et c'est une menace sérieuse, et qu'Israël ait un plan cohérent pour empêcher l'Iran de devenir nucléaire. On a l'impression que ça flotte complètement, puisqu'Israël, jusqu'à plus ample informé, et vous allez me confirmer ou non, garde au chaud 2 options alternatives qui sont complémentaires mais qui sont contradictoires. D'un côté, faire des efforts pour que Tsahal soit prêt à toute option militaire. Donc il y a l'option militaire qui est toujours sur la table. Et puis d'autre part, essayer de pousser la Maison-Blanche à ne pas rétablir les sanctions et à montrer qu'Israël est prêt à agir seul s'il le faut. On est dans une ambiguïté qui n'est pas très constructive, parce que si cette menace est prégnante, il faudrait qu'il y ait un plan assez clair, mais évidemment on ne va pas le détailler devant des médias, mais un plan très clair pour faire face à toutes les branches et toutes les alternatives du possible. Oui, d'abord, j'imagine que on peut... Et peut-être un tel plan existe, même s'il n'est pas publié, ne fait pas l'objet de discussions dans les médias. Ce n'est pas bon, je crois. Ce n'est pas bon aussi qu'on ne veut pas que les Iraniens sachent nos plans. Et secondo, pour le moment, je ne suis pas sûr que, disons, bombardement, on dit Israël va bombarder, on n'est pas bombardé des sites nucléaires iraniens, va aider quelque chose, parce que l'Iran a déjà passé quelques étapes de développement nucléaire.
Et dans ces cas-là, un bombardement des sites nucléaires n'arrivera pas à anéantir la capacité nucléaire, surtout les connaissances déjà accumulées. Et tercero, il y a plein d'autres moyens étant capables Cybernétique d'empêcher notamment. Cybernétique peut-être. dans tous les domaines qu'on peut imaginer. On ne peut pas les détailler non plus, mais j'imagine qu'on peut entendre l'actualité chaque semaine et se renseigner sur des attaques attribuées par les Iraniens, par les autres sources étrangères à Israël. Et on ne peut pas dire qu'Israël ne fait rien. Calmement, on ne fait rien, mais voilà, il faut aussi maintenir une portion des surprises pour les Iraniens. Et nous aussi, en Israël et à Jérusalem, on manie la dialectique de l'ambiguïté constructive. Ça fait partie de ce face-à-face compliqué. En tout cas, je vous remercie, Alexandre Greenberg, merci à vous. Pour votre temps et puis pour vos réponses d'experts. Je remercie les auditeurs de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Voilà.